Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder lorsqu'il est 10 heures, heure du Cameroun. Le programme, on ne le dira jamais assez, s'intitule Espace Miné. Vous avez donc compris que c'est une affaire des démineurs. 10h, 11h52, nous vous proposons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nos rubriques n'ont pas du tout changé. Nous irons du côté des kiosques avec la bellissime Claudia Ntia qui nous donnera la quintessence de l'information de ce côté. Bernardo Basson, le sucre national, est en poste pour la dénonciation de ce jour. On terminera, si vous en avez convenance, par l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous marquons un arrêt majeur sur les loges. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si toutes les loges sont mauvaises. Quel regard posez-vous sur les loges au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier? Arrêt significatif dans le cadre de ce programme. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays que dirige le président Paul Biya. Info TV est situé à Yaoundé, à la descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Votre fidélité continuera de nous honorer. Accueillons ces invités qui sont déjà tous présents ce matin. Alain Douk, bonjour. Que du panache dans ce lancement d'émission. Un plaisir d'être à nouveau sur ton plateau. Merci pour l'invite renouvelé. Bonjour comme ça à nos magiciens qui sont là derrière la machinerie qui permet de réaliser cette magie qui fait qu'on nous reçoit partout à travers le monde. Je suis une nouvelle fois sur ce plateau en ce matin. Bonjour à cet important audimat qui nous regarde et qui nous fait l'amitié et la confiance d'être toujours là, fidélisé à ton programme. Bonjour au PDG promoteur de cette chaîne qui monte en puissance. Monsieur bonjour à mes co-discutants. Vous avez l'impression que j'ai beaucoup de punch ce matin? J'ai l'impression. Et d'ailleurs, même les jours où vous êtes légèrement au niveau énergétique en baisse, on ne le ressent pas. J'ai mangé la sauce d'arachide tout à l'heure. C'est un aliment complet, ça. Avec du riz et du porc fumé. Du porc fumé et il y avait du piment en fond sonore. Donc, ça fait que ça me donne beaucoup d'énergie. Le langage de la com partout. Du piment en fond sonore. D'où vient ce porc fumé? Bon, le porc fumé, il faut que je dise la vérité aux téléspectateurs. Hein. Lorsque nous parlons ici sur le plateau, beaucoup pensent que non, c'est juste pour parler, c'est juste pour faire ci. C'est Blériot qui m'a livré ce porc fumé. Ah, ça alors, une amitié qui va au-delà du plateau, ça je le sais. Mais elle me l'a vendu. Donc, il y a la femme de Blériot, enfin l'une des femmes de Blériot qui fait du poisson, du porc fumé, du poulet fumé, etc. Et oui, bœuf fumé. Ah, elle est industrieuse. Oui, c'est très bien dynamique, bien emballé. Je vais profiter comme ça pour saluer un de tes frères Bassa ce matin. Et une famille Bassa très fidèle à ce programme. On n'avait pas encore fini avec le porc fumé. Donc, c'est elle, dans l'une des femmes de Blériot, qui vend donc ce porc fumé, ce poulet fumé, ce bœuf fumé. C'est exquis, c'est formidable. Chèvre fumée et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, Blériot m'a livré ça hier. J'en ai pris pour 50 000. J'ai donc mangé d'abord ce matin. Donc, s'il y en a qui veulent passer des commandes, bonne relation économique, ils peuvent passer par moi et ils seront livrés. Voilà. Super. Et donc, si c'est moi qui vous le dis, vous devez prendre ça au sérieux. Peut-être qu'il faudrait même indiquer où Madame Blériot se trouve, on ne sait jamais. Non, on n'a pas besoin. Oui, mais elle a une page Facebook, je vais l'indiquer. Voilà, je disais donc que je profite comme ça pour saluer un Bassa qui est, je dis, un fidèle téléspectateur de cette émission, Jean Jaurès Bassoglo. J'espère que je prononce super bien. Il est du côté de Douala et toute sa famille du côté de Yaoundé, c'est la famille Loga, ici à Manguier. Très bien. Je souligne que Alain Douk est journaliste de plus en plus apprécié également de la classe des téléspectateurs, surtout par son timbre vocal. À côté d'Alain Douk, on va accueillir notre vieux de la vieille. Lui, c'est Eric Achelenko. Bonjour, Erico. Bonjour, Perfecto. Bonjour à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Bonjour à l'équipe technique qui vous accompagne et surtout je voudrais chaleureusement reconnaître
votre punch de ce matin. Décidément. Mais si j'ai mangé du porc fumé. Avec cette jolie cravate bien mise, c'est le sac de modérateur lui-même en personne. Ouais, vous savez, bon, cette cravate, je l'ai achetée du côté de l'Ukraine. Non, ça c'est bien. C'est apprécié. Hein? C'est un peu ça. Je l'ai depuis un peu plus de 3 ans. Oui, et puis ça se ressent tout de suite. La sauce d'arachide avec... Du porc fumé. Surtout l'arachide. Ouais. Parce que vous savez, c'est un aliment complet. Tout à fait. Moi, généralement, j'aime la sauce d'arachide. Moi, j'adore. Vraiment, avec du riz. Avec du riz. Moi, c'est avec le manioc. Le manioc. Manioc. Ça fait en sorte que quand tu le manges avec le manioc, il ne faut pas qu'il soit trop pesant, la sauce. Ça doit être légèrement tendre vers un petit bouillon. C'est esquis. On dirait que tu as grandi au village. Mais j'ai grandi de temps en temps avec les grands-parents. J'ai pas grandi vraiment au village, mais j'allais pendant toutes les grandes vacances. Par contre, moi j'ai grandi au village. Je suis né au village. J'ai grandi au village et je suis arrivé en ville par accident. Eric Achillenko est analyste sociopolitique. Son expertise nous sera d'un précieux apport ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. En face d'Eric, on accueille le sucre national, le bonbon alcoolisé des femmes. Il a dit qu'il ne voudrait pas être celui des jeunes filles. Il préfère les mamans parce que lorsqu'il cherche une femme, il veut une femme qui rappelle sa mère. Il a un problème d'ordre psychologique. Donc, Bernardo, bonjour. La moquerie le matin comme ça, ce n'est pas sérieux. Bonjour, parfait ici. Mais oui, je confesse que je préfère fondamentalement les femmes. Les femmes un peu âgées. Ouais, un peu, je dirais mûres, parce que l'âge... Mais ça vous rappelle au biberon? Non. L'âge ne définit pas forcément la maturité, donc je préfère... Nous en avons parlé la dernière fois. Voilà. Donc, à la vérité, parfait ici, concernant la sauce d'arachide, il faut noter que pour moi, déjà, c'est mon plat préféré. Ah il faut bon? le noter, oui. Ah, décidément. Et j'ai un de mes filleuls, quand j'étais à l'Irique, c'était mon cadet, il s'appelle Nunga Amadala David. Et David me dit souvent que lui, il mange ça pour vivre. Hein. Il n'arrive pas à comprendre comment moi, j'aime autant la sauce d'arachide. Et même des fois, mon fils me dit, il pense que s'il n'y avait pas ça, je créerais ça. Parce que j'en prépare généralement 2-3 fois la semaine, moi-même. Wow. Donc, ouais, personne ne m'aide. Et aussi, comme vous, je prends régulièrement mes paquets de viande chez Madame Niemek, Inès. Wow. Donc, mais comme le porc, pour moi, c'est pas toujours très bien, pour des raisons que vous pouvez comprendre, des raisons mystiques. Voilà. Donc, je prends plus de bœuf et de poulet. Je prends souvent un paquet de poulet. La chèvre également, je suis pas trop fan. On dit que c'est bon, mais je suis pas trop fan. Ouais, bon, donc, la je peux chèvre, confirmer c'est très que bien. elle fait fumer son poulet de très bonne qualité au point où une proche à moi m'a dit qu'il faudrait que je pense également à prendre pour elle. D'accord. Je voudrais vous donner également ce matin une information qui me semble un peu choquante. Oui. C'est que depuis quelques jours, on l'a vu sur la toile et même dans les médias internationaux, AstraZeneca a décidé de retirer sur le marché le vaccin qui avait été affrété pour prévenir la maladie, la pandémie à Covid. Estimant que... Vous recommencez avec cette ça, affaire, hein? non? Je sais pourquoi je le dis. Estimant que... Finalement, vous cela avez donné créerait- raison à l'Indoc. Non, mais j'ai raison, moi. Il a raison depuis le début, il est persuadé à avoir raison. Estimant que cela créerait de graves conséquences sanitaires sur des personnes qui avaient été inoculées, et qui avaient été injectées par ce vaccin-là. Est-ce que vous au vous rendez Cameroun, compte de ce que vous êtes en train de dire là? justement, au Peut-être Cameroun, que tu crées un plateau pour qu'on reparle de tout ministériels ça, parce que... qui ont carrément enjoint leurs collaborateurs de se faire vacciner. Donc on a Attendez un peu. imposé cela. Non, il faut que les téléspectateurs comprennent très bien. Allons Ouais. doucement. Ouais. Le vaccin qui était inoculé aux gens ici au Cameroun, c'est lui qui vient d'être retiré. L'un des vaccins. L'un des vaccins, Ouais. il vient d'être retiré. Sur le La marché. cause étant quoi? Étant que les personnes qui ont travaillé sur la composition du vaccin estiment qu'à mesure que le temps passe, on détermine que le vaccin peut avoir des conséquences graves et catastrophiques sur la santé. Nous, on sait ça depuis le début. Incroyable. On n'a pas attendu qu'on en arrive là. Et vous On vous savait que ça allait souvenez être un fiasco. Lorsque le discours sur le vaccin a commencé à devenir emphatique au Cameroun, certaines personnes émettaient des réserves, parmi lesquelles moi, je me suis jamais fait vacciner, j'estimais que c'était une conspiration. On nous appelle les complotistes, mais bon, on s'en fout. Donc, vous voyez que au Cameroun, où on forçait des gens à se faire vacciner, on commence à envisager l'hypothèse selon laquelle des personnes peuvent à terme développer des formes de maladies très rares.
Parce qu'il fallait juste faire passer des business financiers. Donc, voilà pourquoi je suis toujours enragé quand je parle de ce sujet. Parce que tu Ouais, vois venir le problème, tu dis aux gens, voilà où on vous mène, ils ne comprennent pas. Puis ils veulent d'abord être confrontés aux conséquences. Et les conséquences, mes amis, c'est des turbocancers, c'est des myocardites en cascade, c'est la mort. C'est la mort, les gens souffrent et la plupart des médias ne vont jamais traiter le problème sous cet angle, vous le comprenez bien. Alors, comme nous parlons de cette affaire de vaccin, lorsque cette affaire faisait rage, entre guillemets, on a même commencé à nous faire un chantage. Oui. Et ils disaient, si tu ne te vaccines pas, par exemple, pour nous de temps en temps qui voyageons beaucoup, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Ouais. Et à cette époque, je devais faire un voyage pour la France. Bernardo, j'ai dit, je ne pars pas. Voilà. Je ne me vaccine pas. Moi, j'ai Comme beaucoup... vous dites que pour aller en France, il faut que je me vaccine. Je ne me vaccine pas. Et aujourd'hui, vous dites quoi? Je vous dis, Je lui dis qu'on représente encore. je répète pour ceux qui nous écoutent. AstraZeneca a retiré sur le marché le vaccin qui avait été Incroyable. prévenir la pandémie à Covid. Et pendant qu'ils le font même... Bon, entre-temps, au Cameroun, les gens qui nous ont forcés à aller se vacciner, dans les administrations, c'était grave. Bien sûr. Ils sont coupables Dans, de je ne l'humanité. sais pas, aller prendre un bus, on exigeait déjà Des cache-nez. des cache-nez, il fallait avoir ton carnet de vaccination, Des tests PCR. des tests de machin, et ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir nous dédommager? Jamais. Certainement pas. Est-ce que ce n'était pas un grand complot? Mais bien sûr, C'est exactement ça. Je pense que je vais organiser une émission spéciale. Voilà. Je vais organiser une Voilà, émission il faut qu'on spéciale en parle. sur cette affaire. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Dans ce pays, les gens doivent nous rendre compte. Effectivement. Lorsque nous avons dit cela, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Vous connaissez la Croix-Rouge, cette organisation, on va dire entre guillemets mondiale, qui œuvre pour la cause des déshérités. Elle n'est même pas entre guillemets, elle est mondiale. En fait, c'est plus la nomination qui m'intéresse, pas vraiment le statut juridique. Ouais. Donc, on estime que la Croix-Rouge a aidé beaucoup de personnes, a sauvé beaucoup de personnes en péril dans le monde et qu'il est peut-être important de s'arrêter une fois dans l'année pour célébrer sa bravoure, ses efforts, ainsi que sa contribution à sa sauvegarde de l'humanité profonde. Il faut féliciter tous ceux qui travaillent pour le compte de la Croix-Rouge. Hein. Tout à fait. Habituellement, ils abattent un travail formidable. En temps de guerre, dans certains pays. Dans certains pays, et ainsi de suite. Leur rapport a souvent été considérable. Tout à fait. Maintenant, pour le cas du Cameroun, on a connu un barbare qui a longuement et longtemps dirigé la Croix-Rouge, Monsieur Eteki Mboumois, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. Actuellement, la Croix-Rouge au Cameroun est dirigée par Madame Akam. C'est elle la présidente de la Croix-Rouge du Cameroun. Nous lui disons donc bonjour. Bonjour à la présidente de la Croix-Rouge, Madame Akam. Oui, encore Bernardo, en notre nom. Oui, vous parlez beaucoup ce matin. Hein? Monsieur Niemek a une fan invétérée en Angleterre. Donc, elle poste ses citations du jour tous les jours sur ses statuts. Et donc, j'ai pensé à lui dire bonjour ce matin en direct pour que M. Niemek sache que Madame Polo Berthe, qui est du côté de Londres, vous admire particulièrement et elle souhaitait vous le faire savoir, M. Niemek. Madame Polo Berthe, bonjour à vous depuis Espace Mini. Accueillons donc justement le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot Niemek, le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à ce panel. Votre pub a déjà pris. Ah bon? Mon téléphone est inondé par ceux qui veulent faire les commandes. Non, il y a une pub qui a été préparée par notre réalisateur. Et je crois d'ici demain, voilà. Là, voilà. Le réalisateur est très rapide. Le réalisateur d'Espace Miné, un bon petit frère, il est arrivé jusqu'à la maison. C'est lui qui a monté toutes ces vidéos parce que ça se fait à domicile et il a promis de faire passer souvent cette pub. Oui, elle fait cela dans des bonnes conditions et je conseille à ceux qui sont même déjà mes fans de continuer à nous encourager.
Nous n'avons pas besoin d'aller faire d'autres choses. Nous faisons des choses claires. D'accord. Par contre, oui, Eric. Oui, moi j'aimerais te poser une question. Il y a la notion de halal, par exemple, pour l'ouverture. Est-ce que vous prenez ça en compte? Et là, ça augmenterait évidemment votre potentiel. La notion là, c'est quoi? C'est d'avoir donné gratuitement ou bien? Non, comment on a égorgé C'est-à-dire, comment égorger? Est-ce que... Bien sûr, là... Non, vous parlez là de nos frères, par exemple, soit musulmans, soit adventistes. J'aime vous dire que moi-même, je suis baptisé adventiste. Vous comprenez? C'est peut-être... Donc, je veille à ce que les aliments que je mange soient morts non étouffés. C'est un principe religieux qui est très important. Les chrétiens ont perdu cela. Il faut tuer les aliments et voir couler le sang. C'est écrit en Exode. Ils croient que c'est une affaire des musulmans. Non. Il ne faut pas aller pour ceux qui cherchent la vie facile, prendre les poulets qui sont morts parce qu'on les vend moins cher en Bougada. Voilà. Et dire que non. Il faut attraper et le tuer. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et voir le jet de sang. Donc vous avez parfaitement raison. Maintenant, les autres choses, on va en débattre. Merci. Blériot, ce matin, vous nous livrez comme d'habitude la sagesse. La vertu requiert l'adhésion de l'âme. La vertu requiert l'adhésion de l'âme. Ça veut dire quoi? La vertu, c'est la disposition à faire le bien. Elle s'enseigne, bien sûr. Il y a une part de naturel. Mais vous ne pouvez pas enseigner la vertu à quelqu'un et parvenir à le rendre vertueux si son âme n'adhère pas. Ce n'est pas un enseignement qui est semblable aux autres enseignements. Vous voyez, les mathématiques. Mais même, vous voyez, on dit que pour réussir dans une science, il faut aimer. Il faut avoir de l'amour. Mais il y a des choses qu'on peut réussir à faire sans que l'âme adhère. Ce n'est pas le cas de la vertu. Pour exercer la vertu, il faut que votre âme se dispose à agir bien. Merci Blériot pour cette sagesse matinale. Les sujets ont été proposés. Le plateau a été constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission Espace Mini de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Un bonjour particulier à Pierre Blériot-Nemec. Pourquoi particulier? Enfin, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est quelqu'un qui m'apprécie aussi. Donc vous appréciez mutuellement. Nous apprécions mutuellement et comme il est à côté de moi. Qu'est-ce que vous mettez dans l'appréciation? Beaucoup de choses. On parle souvent, très régulièrement, surtout dans le cadre professionnel. Donc voilà, nos conversations, bon, elles restent privées dans tous les cas. Si elles étaient privées, vous n'alliez pas parler à Mondovision. Bon, je n'ai rien dit, hein. Je ne suis pas entrée dans les détails. Vous êtes pourtant en train de le dire. De toutes les façons, Claudia Antia, c'est celle-là qui nous amène habituellement du côté des kiosques pour nous donner la température qui prévaut. Claudia, que disent les journaux? Alors, chers abonnés, prenez place en kiosque ce matin pour lire dans l'actualité qui nous vient du côté de la Mefou. Et Famba, militant et sympathisant aux couleurs du parti de Paul Biya, c'est le titre qui barre la grande une du cri hebdomado La Météo de Dieudonné Mveng qui prend dans le pool des préparatifs liés à la célébration de la 52e édition de l'unité nationale dans ce comité central que dirige Luc Magloire Mbagatangena, le ministre du Commerce. Les dons remis aux militants sont à découvrir de la page 2 à 3 ce matin. Migration vers le numérique, la FEDIPRES arrime le groupe La Météo à la digitalisation. Selon le tabloïd Info Matin, une vingtaine de médias du Cameroun reçoit en ce moment, en guise de soutien, un important stock de matériel doublé d'un appui financier. La visite de cette association au groupe La Météo à vivre dans les colonnes du quotidien de Dieudonné Mveng. Poursuivant avec le journal Le Témoin, Francis Bonga est au Minédur ce mercredi, témoin de la lutte du professeur Laurent Serge Tundingwa contre le détournement de fonds dans son département ministériel. Les premiers résultats de cette bataille acharnée sont détaillés dans ce journal.
Triste nouvelle, ce 8 mai à Maroua, Guiba et Gatama déclarent 4 personnes mortes dans un éboulement des terrains dans la région du Nord Cameroun. Circonstance à lire en page 3 du Tri-Hebdo Lait du Sahel en kiosque ce jour. Dans sa parution du jour, le quotidien Réalité Plus est dans l'effervescence dans la ville de Kumba. La cité brille de partout grâce au dynamisme du maire Grégory Mewanou. Les raisons de cette bonne humeur sont à découvrir dans ce journal de Paul Ngware Kindi. Un clin d'œil ce matin au bas de une à l'honorable Paul-Éric Djomgwe, parent de la 9e promotion des lauréats de l'Institut supérieur de technologie médicale ISTM. Les temps forts de cette cérémonie de diplomation en Colondome, c'est à lire en page 6 et 7 de ce journal. Mutation est également à l'affiche ce jour et s'intéresse aux femmes enceintes. La Voix du Sud au cours du conseil régional présidé par Emmanuel Elemva, 1500 chèques santé sont offerts aux femmes enceintes. La page 3 nous renseigne davantage sur cet élan de solidarité. Le Messager laisse transparaître le spectre de la famille dû au changement climatique. La région de l'Ouest ne sait plus où donner la tête face au calendrier agricole bousculé. Le quotidien de Pius Ndiawe fait le point en page 5 ce matin. Dans son enquête, ce 3e jour de la semaine, l'Indépendant plonge ses lecteurs dans un tourbillon. On parle de déstabilisation. Ces maires dans le viseur de Timi Evuna. Tout savoir cette actualité, tournez le journal de Max Panjo de la page 5 à la page 7 ce jour. Développement local, une boussole pour mieux piloter. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune est à l'immeuble Étoile ce matin. Marie-Claire Nana fait le compte-rendu de la session extraordinaire du Conseil national de la décentralisation. Joseph John Goutet, Premier ministre, est à la manœuvre de la page 2 à la page 3 ce jour. Le journal Le Jour est en kiosque ce matin. Aman Mana est au parfum de la guerre. Des correspondances entre le MINSEP et la FECAFOOT. Que se passe-t-il exactement? Vous comprendrez mieux la situation en page 9 de la presse parue en kiosque ce mercredi. Et nous refermons cette tournée en kiosque ce jour avec Libre Expression qui vient donc clôturer cette seconde partie. On parle de carences graves, sages-femmes dans les hôpitaux publics. C'est la dénonciation faite ce matin en page 3 qui nous renseigne que 75% des professionnels de santé sont au chômage. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude. Cette fois-ci, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui nous intéressera ce soir au 19h et au 20h. Alors bien évidemment, parfois ici, nous savons que le secteur de la santé est important pour les millions de Camerounais qui vont se faire soigner dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on va tout simplement suivre, n'est-ce pas, cette 3e journée des concertations entre le ministre de la Santé et l'Ordre national des médecins, le docteur Manaouda Malachi, qui est donc au four et au moulin pour remettre de l'ordre dans ce secteur. On en saura davantage en ce qui concerne donc le compte rendu de ces concertations au 19h et au 20h ce soir. Le ministre Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique, qui se concerte donc avec les ordres, ordre de médecins, ordre de pharmaciens, ainsi de suite, ainsi de suite. Selon certaines indiscrétions, ce sont des rencontres qui étaient très attendues et certainement des rencontres qui vont porter des fruits. Rien ne sera plus comme avant. Avant, c'était comment? Bon, avant, c'est sûr qu'il y avait quelques dysfonctionnements. Donc, je pense qu'avec ces multiples concertations avec les ordres nationaux, on va sûrement retrouver, n'est-ce pas, un équilibre en ce qui concerne le fonctionnement, n'est-ce pas, dans ce secteur qui est la santé, très important pour les Camerounais. Claudia, oui. À demain 10h. À demain 10h, parfait ici. À tout de suite pour la suite. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous avez l'impression que dans votre localité, vous êtes victime d'abus et tout ce qui va avec, une seule adresse Info TV. La dénonciation de ce matin reste une affaire de Bernard Dobasson. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation assez curieuse. Alors, nous sommes dans la région du centre, département d'Union et Foumou, arrondissement Ndom, groupement Bilambani et le village c'est Enonen apparemment.
Alors, les premiers faits remontent à 2012. Une maman, un matin, une grand-mère a décidé d'aller au champ pour cueillir des mangues sauvages et extraire le milieu qu'on appelle chez les bêtiers le ndor, un truc comme ça. Pardon? Je dis c'est ça. Voilà, donc elle voulait extraire le ndor. Elle est donc allée avec une jeune fille de 8 ans qui l'accompagnait pendant qu'elle allait au champ. Pendant qu'elles travaillaient toutes les deux au champ, la petite fille a dit à la grand-mère qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle a attrapé un coup de froid, qu'elle voulait rentrer. La grand-mère lui a dit, ok, la route est bien dégagée, la route est toute droite, donc tu peux rentrer au village. C'était autour de 11 heures. La grand-mère rentre au village, elle, autour de 17 heures, et on lui demande, mais tu es sorti le matin avec une petite fille de 8 ans. Pourquoi est-ce que tu rentres seule? Elle répond, mais non. La petite fille m'a dit autour de 11 heures qu'elle avait attrapé un coup de froid, elle ne se sentait pas bien. J'ai demandé qu'elle rentre. On lui dit donc, mais jusqu'ici, on ne l'a pas vue, on pensait qu'elle est toujours avec toi. Elle dit non, moi je ne suis pas avec elle. Du coup, on a entrepris les fouilles dans le village. On ne l'a pas retrouvée, on a appelé également les ressortissants des villages voisins. Près de 5 villages autour, on a appelé, on a organisé les fouilles dans toutes les maisons, toutes les cases, jusque dans les champs. On ne l'a pas trouvée. Alors, les villageois ont entrepris de faire ce qu'ils appellent là-bas le kanda, un truc comme ça, pour savoir ce qui s'était passé. Et d'après les résultats du kanda, c'est le chef du village qui a emporté la fille mystiquement, la jeune fille mystiquement. Et donc, on a dit au chef, libère la petite fille. Il ne l'a pas libérée. Le procureur qui était en service du côté, je pense, à Konolinga, le procureur, est descendu au village, s'est enquis des faits et a même demandé à ce que le chef et quelques notables soient gardés à vue. Puis, ils ont été condamnés issus de l'enquête. On les a condamnés, mais ce procureur-là a été affecté à San Melima, dont un autre l'a remplacé. Et une fois qu'il a été remplacé, la famille de ceux qui avaient été condamnés est allée rencontrer le nouveau procureur avec ses collègues juges. Ils ont discuté. Ils leur ont versé un peu d'argent qui a quand même démontré des traces. On parle de 500 000 francs qu'ils ont reçus et ils ont rapidement magouillé pour qu'on libère le chef et ses autres acolytes. Donc, les populations du village se plaignent jusqu'aujourd'hui en 2024 parce que les initiés du village disent que jusqu'à présent, cette petite fille qui a déjà 22 ans est toujours dans la cour du chef. Les initiés la voient jusqu'à présent, demandent au chef de la libérer, ce qu'il ne veut pas faire, surtout qu'il a succédé à son père dans la tradition de la chefferie. Donc de ce côté-là, on se plaint de ce que le chef ne veut pas libérer cette jeune fille qu'il a eu à prendre dans la sorcellerie jusqu'en 2024. Incroyable. Et le... Oui. Et le chef vit normalement dans ce village. Il vit dans ce village. C'est le même. Apparemment, la grand-mère, elle est restée détenue. Oui, voilà, justement. On a libéré le chef et certains, c'est notable. Et la grand-mère, au départ, celle qui avait amené l'enfant en brousse, est restée détenue. Elle a purgé toute la peine avant d'être libérée. Quoi? Elle avait purgé 5 ans. Je passe d'abord la parole à Eric Achille Coran, une fillette à l'époque qui avait donc 8 ans. On parle de 2012. Oui. Maintenant, elle devrait y avoir dans les 22 ans. Les initiés du village, comme dit Bernardo, disent que la jeune fille, elle est là, devant la cour du chef. Elle pleure. Elle demande libérez-moi, libérez-moi. Mais rien, le chef ne fait absolument rien. Et le chef qui avait été détenu a été libéré lorsque le procureur qui l'a condamné, entre guillemets, est parti. Le nouveau procureur, apparemment, lui s'est entendu, comme au Cameroun, et on les a libérés. Votre réaction? Alors, ma réaction est la suivante. Je pense que c'est à la fois un fait physique et un fait spirituel. C'est-à-dire, le fait physique, c'est que la grand-mère est allée au champ avec un enfant malade et normalement, quelle que soit la distance,
il aurait été judicieux que la grand-mère raccompagnât effectivement la fillette, parce que il faut être sûr, il faut sécuriser l'enfant. Donc cette grand-mère en réalité elle a failli à ce niveau, son devoir de parents. Parce que nous qui avons grandi, ça je vous l'ai dit, je suis né au village, j'ai grandi au village, je me retrouve en ville par accident. Donc nous qui avons grandi au village, nous savons que il y a des jeux, des esprits qui se baladent souvent dans nos villages et qui par moments déplacent les enfants. Et par moments, ça vient des jeux que les enfants font. C'est-à-dire, ils jouent souvent avec des fantômes. Et on dit les fantômes volent les enfants. C'est-à-dire, ils peuvent donc les déplacer d'un endroit à un autre, par moment en traversant les forêts mitoyennes. On peut les retrouver à X ou Y kilomètres. Oui, mais sauf que pour que cela se fasse, il faut généralement des esprits âgés, c'est-à-dire des esprits qui sont des sorciers, quoi, comme je préfère le dire de manière tribale, de telle sorte que ils peuvent faire des pratiques sur les enfants quand on les retrouve. Et généralement on dit, soit si c'est un garçon, c'est certainement une femme. Si c'est une fille, c'est un homme. Et cela pourrait donc corroborer avec ce qu'on dit, c'est-à-dire le chef est un homme. Parce que c'est une fille. Mais sauf que du point de vue juridique maintenant, la personne qui devrait être interpellée au premier chef, c'est cette grand-mère-là qui a été interpellée. Voilà, donc ça c'est une procédure, parce que là, c'est pour ça que je vous parle d'un fait physique. Et maintenant, ce qui relève de la spiritualité, il faut que le chef qui est certainement qui serait dans certaines pratiques, ou dans certaines organisations. Ou dans certaines organisations, ça je le dis au conditionnel, il faut que les villageois l'identifient comme tel et qu'ils entreprennent l'ensemble des procédures qui peuvent le mettre en difficulté, parce que il ne doit certainement pas être à son premier coup, il doit être à son énième coup. Alors, ce mauvais esprit, enfin cet esprit qui voudrait être libéré, est-ce que, parce qu'il y a le corps physique, le corps matériel et le corps spirituel. Le cri est spirituel ou alors il est physique? Il est spirituel. Alors, s'il est spirituel, où est donc passé le corps physique? C'est-à-dire on n'a jamais retrouvé l'enfant. On n'a jamais retrouvé l'enfant. Alors, une fois de plus, il faut se poser des questions. Est-ce que l'enfant, est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que vous savez, beaucoup disparaissent comme ça, hein. C'est-à-dire à travers des pratiques comme celle-là. Et même dans les hôpitaux, vous pouvez voir quelqu'un qui disparaît dans un hôpital comme ça. On vous dit il a eu le palu et il est sorti avec une perfusion et puis plus jamais. Moi, je connais des cas comme ça, hein, où près de 40 ans comme ça, aujourd'hui, des gens ont disparu dans nos hôpitaux ici. Très bien. Alain Douk, comme l'a dit Eric Achilko, nous sommes là, nous situons à deux niveaux, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alors, l'un des points qui m'intéresse quand même ici est que, qu'est-ce qui a justifié le fait quand même que le chef et certains de ses acolytes, vous mettrez les guillemets, soient libérés, mais la grand-mère est restée en détention. Entre-temps, les initiés du village témoignent. Ils ont fait leur rituel et ils ont conclu. Ils ont vu que c'est le chef qui est l'auteur de ce qui est arrivé. C'est le chef qui aurait donc tué cette jeune fille sur le plan mystique, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le chef lui est rentré au village et continue à vaquer à ses occupations. Qu'est-ce que je peux dire? Je dois d'abord dire que moi, je ne crois pas aux fantômes. Ah bon? Non. Quand on est mort, on est mort. Ah bon? Donc, le monde est ainsi fait. Il y a deux sphères. Il y a la sphère invisible, non ostensible. Et puis, il y a l'aspect physique. Hein. Il y a donc la sphère des esprits. Et puis, il y a nous, hein, la sphère, le monde visible et vivant, biotique, comme, si on peut le dire ainsi. Donc, là, c'est des entités. Je suis tout à fait d'accord avec mon précédent intervenant. C'est des esprits.
Mais je me pose quand même des questions, parce que les esprits en question sont maléfiques. On constate quand même que les initiés au niveau du village ont une intelligence de ce qui s'est passé, de la situation. Ils la lisent et la restituent d'après des règles et des canons qui sont les leurs. Ils nous disent voilà ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais comprendre comment est-ce que on peut avoir intelligence de la situation, mais on ne peut apparemment rien. Ils sont impuissants à résoudre le problème. Est-ce que sur le plan spirituel, le chef en question est le plus puissant mystiquement du village, au point où il peut se permettre ça? On voit sa forfaiture, elle est établie, tout le monde sait que voilà ce qu'il a fait, et personne n'entreprend la dynamique coercitive contre lui par rapport à ce qu'il a fait, et personne n'est capable, même en s'associant, puisque c'est un collège, hein, c'est collégialement qu'ils ont vu, et ils ont décelé ce qu'il a vu, ils ont dénoncé ce qu'il a vu, et personne n'est capable, dans la même dynamique, dans la même veine, d'entreprendre des choses pour libérer l'enfant en question, défaire le joug mystique ou occulte qui a été élaboré, tissé par le chef pour en arriver à cette disparition. Mais on passe le temps dans la plainte. C'est-à-dire qu'il y a comme une manifestation de l'impuissance. J'ai donc l'impression que le chef, même sur le plan occulte là-bas, il est carrément un demi-urge. Il est super puissant au point où personne n'arrive à lui tenir tête. Même collégialement, les autres n'arrivent pas. Donc je me pose beaucoup de questions. Maintenant, il y a la situation liée à la façon dont le dossier sur le plan judiciaire a été traité. Vous voyez, vous avez votre devancier, un magistrat qui était procureur, qui, au regard des faits, a condamné, a pris un certain nombre de mesures au regard du droit, et a dit le droit, les gens sont en prison, c'est vérifiable, les faits sont établis, il y a des témoignages qui peuvent être donnés sur le sujet. Vous arrivez, les condamnations sont déjà là, et vous remettez en question, parce que c'est ce que je constate, et on peut le dire ainsi, vous remettez en question ce qu'il a fait. Il faut qu'on ait de matière, hein, parce qu'on ne dit pas qu'on ne devrait pas remettre en question des précédents jugements, etc., mais il faut qu'il y ait des faits qui défassent, qui désétablissent ce qui avait été déjà établi. Alors on n'a rien, et là c'est une histoire qui est construite autour de la corruption, Mais attendez, 500 000 francs pour une histoire où c'est une vie qui est en jeu. Mais notre système est malade. Vous comprenez encore comment c'est même ceux qui n'ont même pas à se plaindre qui sont le plus clairs du temps, grassement même traités au niveau salarial et au niveau même des avantages, qui font le plus de bêtises. Hein, parce que dans le système en question, je sais pas, il y a certainement une gendarmerie là-bas, je sais pas qui on a aussi eu à corrompre, etc., pour arriver jusqu'au procureur, etc. Mais 500 000 qu'on se partage comme ça dans le bac-chiche, qu'est-ce que ça représente pour un fonctionnaire tel que celui-là? Donc, il est question ici de faire respecter le droit, faire respecter ce qui a été établi avant. Et ce procureur-là, il devrait être entendu et poursuivi pour les présents faits, même si ça remonte à 2012, je sais pas moi quand. Pierre Blériot, Niamec, je suis également de ceux qui pensent que le problème se joue à deux niveaux, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Mais Alain Douk a quand même posé une question, pour moi là fondamentale. S'il est établi que les villageois, dans leur version initiatique, ont justement indexé de manière très claire le chef du village, que c'est lui qui est l'auteur de ce qui est arrivé à la fillette. Mais pourquoi donc ces initiés du village ne vont pas plus loin? Est-ce qu'ils n'ont pas des moyens de pouvoir contraindre le chef, à libérer cette fillette? Je vous passe la parole. D'accord. Ce que vous appelez, ou nous appelons le Kong, Mendrad Hebga a appelé ça dans ses ouvrages les forçats de l'au-delà. Les forçats de l'au-delà. Ça, c'est pour indiquer ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que les villageois ont le pouvoir de contraindre le chef? Le ngambi, la divination, c'est une chose. Maintenant, la pratique, c'est autre chose. C'est un peu comme quand vous allez à l'hôpital, il y a un laborantin.
Tout à fait. Qui vous dit de quoi vous souffrez? Tout à Est-ce qu'il fait. peut vous soigner? Non. Le laborantin visite et il dit que Vous avez le palu. vous avez le palu. Maintenant, on vous envoie Chez le chez le médecin. médecin, et ainsi de suite. Qui lui va prescrire les remèdes. Les remèdes. Et vous allez en pharmacie. Il y a des étapes. Maintenant, en termes de magie, parce que vous avez décidé que ça parle magie aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on va d'ailleurs être obligé de percer quelques abcès. Moi, j'avais un vieux qui dérangeait au village, mais il était caché dans la tête d'une tortue, dans la carapace de la tortue. Ben, on l'a cherché, il est mort il n'y a pas très longtemps. On l'a cherché pendant plus de 50 ans. Chercher, c'est-à-dire où se cache-t-il? Oui, c'est une technique mystique qui est difficile lorsque parce que le vieux en question avait fait l'UPC mystique avec Oumiobe. Vous voyez un peu, il avait appris des techniques de dissimulation très grandes. Le village l'a cherché. Je crois même qu'il est mort de sa belle mort. On l'a cherché parce qu'il embêtait, il faisait des choses graves, mais il fallait l'attraper. Et on ne réussissait pas à l'attraper. Donc, c'est pas si évident que ça. Il y a des personnes qui ont atteint des niveaux, enfin, qui ont découvert des niveaux de dissimulation qui sont tels que, ben, ils se moquent même de vous quand vous le cherchez. L'ongam vous permet de découvrir, ou l'ongam dit, ce qui s'est passé. Là, on l'a déjà clarifié, mais le traitement, c'est une autre étape. Donc, le chef pourrait appartenir à une organisation qui vit au village ou au-delà du village, qui a un certain degré plus élevé. Vous voyez que les villageois, ils sont au dépourvu. C'est pour cela qu'ils vont vers l'autorité du jour. Parce que si dans la nuit, ils avaient pu, ils auraient attrapé le chef quelque part et l'auraient contraint. Maintenant, la personne physique, je ne suis pas sûr que nous puissions retrouver la personne physique. Je ne suis pas très sûr. Parce que lorsque vous avez été zombifié, il y a un certain nombre de choses qui font que le corps physique, s'il revient, il est même sans utilité. C'est-à-dire que il a pris cette jeune fille pour se recharger. Peut-être que ce n'est pas la seule. Et ça fait partie des gens qu'il utilise dans son con, parce que le chef donc a une forme de con au village. Et peut-être cette fois-là, ça a été très visible, la personne, parce que la personne est allée au champ, elle devait revenir. Donc, et on devait avoir déjà des soupçons sur le chef. Il a posé un acte. Mais là, je pose quand même un autre problème, Blériot. Ouais. Si nous prenons la thèse du con, alors, sans être un spécialiste de l'affaire, quand tu meurs au con, on te voit quand même physiquement, non? On voit comment tu es couché. Non, tout le monde ne meurt pas. Bon, peut-être c'est l'expression qui me manque. Ouais. Quand on t'a pris au con, on voit comment quelqu'un est couché, non? Non, tout le monde, c'est ce que j'essaie. En fait, vous êtes habitué au con où les gens sont morts. Mais il y a des cons où les gens ont disparu, qu'ils vous le disaient. Oui, bien sûr. On te vole, bon, on cherche. Il y a plein de gens qui ont été vendus en journée. Oui, on a cherché, après on a dit que on ne sait pas, puisque la modernité est venue trouver la tradition. On a arrêté les recherches à un moment donné, on a conclu qu'il est mort. Il y a des gens qu'on a volés. On ne voit pas leur corps. Oui, ça c'est. Ils ne sont pas morts. On l'a amené mystiquement. Voilà. On a cherché, après on a conclu qu'il a disparu. On est allé même faire des. Tout ce qu'on signale au commissariat comme disparu, on ne les retrouve pas tous. C'est vrai. Bon, il y a des gens, il y a des zombifiés qui passent par ce phénomène de la mort, entre guillemets. Mais il y a également on les appelle dans le con les déportés. Oui. On te prend. Il a décrit, parce que je crois qu'on va parler. Dans les forêts, par exemple, vous allez trouver que quelqu'un a fait un cercle mystique dans une forêt, un endroit qui lui appartient désormais. Si tu te retrouves là-bas, c'est pas parti, c'est un autre village. Dans la même forêt, tu es parti. Tu n'es plus au village. Merci Pierre Blériot, Bernardo Basson. Les personnes qui se plaignent et qui sont venues te voir, certainement crient à une sorte d'injustice. Les personnes semblent plus s'en prendre à l'autorité judiciaire, notamment au procureur qui avait remplacé celui qui avait, entre guillemets, d'abord condamné le chef et ses acolytes.
Oui, clairement. C'est-à-dire, la décision a été rendue, les personnes ont été condamnées, elles ont commencé à purger la peine, et puis par des stratagèmes qu'on connaît peu, un procureur et le juge qui avaient rendu la décision ont décidé, on ne sait par quelle alchimie, de libérer les personnes qui avaient été condamnées. Donc clairement, les personnes ont pensé qu'il fallait peut-être saisir non seulement la hiérarchie judiciaire, mais aussi le conseil de la magistrature pour qu'éventuellement ces deux magistrats-là soient entendus et éventuellement condamnés. Donc je pense quand même que c'est assez grave que des personnes condamnées puissent être libérées de cette façon-là. On sait comment quelqu'un peut être libéré avant que la peine ne soit purgée. Il y a par exemple la grâce présidentielle qui peut être accordée. On sait quand même comment quelqu'un peut être libéré. Donc pour ce cas-là, sur le plan judiciaire, je crois qu'il y a matière à poursuivre ces personnes. Comme les autres ont dit, et ça c'est à l'attention d'Alain Douc. Alain Douc, je ne vais pas aller en profondeur, je peux comprendre pourquoi, mais l'initiation n'est pas une. On initie à plusieurs choses différentes. Tu peux être initié uniquement à la voyance, tu peux être initié uniquement au voyage astral, tu peux être initié uniquement à la médecine traditionnelle. Donc les initiés du village peuvent être uniquement initiés à la voyance. C'est ce qu'il essayait de dire. Deuxième chose, dans les chefferies constituées et dans les organisations mystiques constituées, vous voyez souvent des familles apporter des présents ou des cadeaux, des poulets, des œufs au chef. Quand vous apportez ça à l'initié du village, comprenez, suivez mon regard, il travaille dessus. Il prend un peu de pouvoir dans chaque famille pour renforcer son pouvoir à lui. C'est pour cela que des fois, il vous domine tous. Dans ce Cameroun, on a par exemple quelqu'un qui est super puissant, que les gens ne veulent plus, que les gens veulent voir partir. Va le toucher alors. Va savoir pourquoi. Tu entendras souvent dans les histoires qu'il a fait le tour. Ça peut se faire à maxima, ça peut se faire à minima. On se comprend très bien. Donc un chef ou un initié prend dans chaque famille une arcane, un élément, ça lui donne un pouvoir de contrôle sur l'ensemble des familles du village. La troisième chose, c'est que, comme M. Yemek essayait de dire, on est dans une affaire de con parfait ici. C'est simplement une affaire de con. Et dans le con, les gens ne sont pas forcément gardés là ou ailleurs. Les élémentaux sont très utilisés pour dissimuler les personnes. Dans les arbres, dans les plantes, dans des coquilles d'escargots, dans des carapaces de tortues, dans des chiens, dans des chats, on peut vous dissimuler quand on vous prend dans le con. Si le chef estime que vous emmenez loin peut lui être compliqué, il faut dissimuler quelque part, il y a une magie qui permet de faire ça. Et donc, cette jeune fille est sûrement là. N'oubliez pas également que c'est une jeune fille qui avait 8 ans à l'époque, elle était forcément vierge. Et vous savez que dans nos machines africaines, les grands initiés prenaient beaucoup des filles vierges parce qu'elles ont une énergie particulière utilisée pour augmenter le quotient mystique particulier. Donc cette jeune fille a été prise par le chef qui a utilisé son énergie pour se recharger lui, sa virginité pour se recharger lui. Il l'a dissimulé dans le village, quelque part. C'est pour cela que les gens peuvent encore la voir dans ce village-là. J'entends toujours aux affaires d'énergie, la énergie. Ils font même quoi avec l'énergie là? Pourquoi est-ce que vous mangez? Mais eux-mêmes mangent, non? Et ils ne mangent pas que de la nourriture physique simplement. Et donc quand ils prennent cette énergie, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leur force mystique tout simplement pour faire du mal. C'est cela. Donc ils n'ont pas de raison objective ou positive. Parfait, ici, vous savez que les humains peuvent faire du bien ou peuvent Alors, faire du Bernardo, nous avons un problème que nous avons posé sur la table à partir de ces dénonciations. Qu'est-ce qu'on fait? Parfait, ici, il y a un adage. On laisse cette affaire-là, on dit non, la vie continue. Il y a un adage chez nous, je vais le traduire en français pour que vous compreniez. On dit en Bassa, le panier du Ngambi était le panier du Ngambi qu'on a fini par appeler celui qui va s'attacher lui-même. Ces villageois, même s'ils ont été un tout petit peu prélevés par le chef, peuvent dénier ou alors fragiliser le chef. L'union fait la force. L'autorité n'existe que parce qu'il y a des personnes qui l'acceptent. Si des personnes refusent l'autorité du chef consciemment, travaillent avec des gens d'ailleurs mystiquement, le chef sera fragilisé.
Et on peut le toucher pour le contraindre à faire sortir l'enfant ou à libérer l'enfant. Cette fille, même si elle est morte, on la laisse donc continuer. Pourquoi est-ce qu'on veut la retenir là? Il travaille avec elle sûrement dans d'autres sphères. Il faut également savoir, comme les deux disaient parfait ici, on peut vous vendre au Congo à Yaoundé, on vous retrouve à Maroua. Ah bon? Oui. Je sors par ceci. Dans la forêt de Mbombokpi, Ngimbuspi, qui est mon parrain, un monsieur était arrivé une fois et Mbombok lui avait dit, quand on entre ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Est-ce que tu as compris? Il a dit oui. Sauf qu'il est entré dans la forêt et il a violé les interdits. Il a disparu de la file. Mbombok, son village, c'est Ndjelbas, c'est avant Pouma, mais on l'a retrouvé sur la route de Sarbaïmé. Donc, monsieur là. Oui. Vous voyez un peu. Donc il y a des esprits qui volent dans la forêt des gens, qui transgressent les interdits. Et quand les esprits là sont gentils, ils vous gardent juste dans l'arbre. Quand ils sont mauvais, parce qu'il avait des traces de chicotte partout. Et quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit que non, j'ai vu une dame près de moi qui était en train de labourer. Je me regarde avec les mauvais yeux. Et puis je me suis retrouvé à Boumi. On m'a fouetté partout. Il avait des traces de chicotte au corps. C'est bon. Les gens vont souvent demander pourquoi ça n'aide pas à développer un pays. Je réponds avant que la question n'arrive. Ce n'est pas le rôle de la magie. Demandez aux prières de développer un pays, on voit. Vous voyez, non? Non, c'est quelle apologétique. Non, c'est crasse, c'est crasse. Alain, non. Tu auras ton temps, maintenant on va parler des loups. Ne te gêne pas, on va parler des loups maintenant. Chaque chose a son rôle. L'homme, Eric Hachel encore qui va tuer, ça sert à rien. Je voulais tout simplement dire que il est très probable, je ne voudrais pas prédire l'avenir, il est très probable que la jeune fille ne soit pas retrouvée et qu'elle ne revienne jamais. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, ce qu'il y a lieu de faire en réalité, c'est de libérer la grand-mère. Parce que elle est déjà libérée. Voilà, elle a été libérée parce que sur le plan physique, elle pourrait être condamnée. Mais il n'y a aucune condamnation qui soit... Parce qu'en réalité, on n'a jamais retrouvé de corps. Donc, elle ne peut pas être inculpée pour cela. Elle a purgé sa peine. Hein. Voilà. Peut-être à tort, la famille aurait pu revenir dessus. Maintenant, il faut absolument piéger le chef. Oui. Parce qu'il n'y a aucune condamnation. Nous sommes dans un monde physique. Et tout le monde n'a pas la même perception du monde spirituel dont il est question. Je vais vous dire... Il y a j'en profite pour vous raconter de manière brève une histoire semblable à celle-là. On est pratiquement dans les années 89. Il y a une dame qui travaillait à l'hôpital central, ici, à Yaoundé, c'est pas loin. Elle a été malade, partie de son village. Où elle travaillait, elle a été internée à l'hôpital central et puis elle a disparu à l'hôpital central. On est en 1989. Cette dame n'a jamais été retrouvée. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a des cas similaires ce sont les Alain qui veulent faire un procès à ceux qui ne comprennent pas. Donc, sinon on fait un procès à ceux qui comprennent. Quand les gens en parlent comme ça, quand nous en parlons comme ça, ceux qui n'ont pas vécu de près ne peuvent pas comprendre de quoi il est question. C'est tout ce que j'allais dire. On a encore un cerveau pour dire, poser des jugements de valeur, dire ça. On le voit, ce qui en ressort ne sert à rien. Ça, c'est pas éthiquement correct. Ça, c'est pas acceptable socialement, etc. Voilà, donc faut pas nous dire que parce qu'on n'est pas dans les arcanes de leur magie, de leur sorcellerie, on n'a pas un jugement de valeur à poser dessus. Non, monsieur. Pourquoi tu t'énerves? Non, faut pas dire ça. Tu dis des choses. Alors, on va chercher. On va d'abord marquer une touche pause, et on reviendra dans quelques minutes pour lire les messages de nos nombreux téléspectateurs. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi à 10h, 11h52. Lisons rapidement quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à la chaîne qui monte et qui monte encore. Pour moi, c'est cette maman qui a livré cet enfant et on doit bien fouetter ce chef ou prendre aussi l'un de ses enfants. Bonne émission à vous. C'est Gilles depuis Paris qui nous envoie le message. Oui, c'est le plus 33. Autre message ce jour. Nous tombons sur le 213, c'est l'Algérie. Bonjour à la FECAFO de la modération et qui affronte les MINSEP du journalisme qui gesticule en face.
S'il te plaît, perfecto, dimanche prochain, invite-nous Elimbi Lobé, un convendant, le professeur Claude Abbé, Fridolin Kay et André Luther Meking, ce libre expression. Ce sera le derby et la finale de la Champions League de l'émission. Merci. Autre message ce jour. Bonjour espace miné. Moi je demande aux gens là de partir voir un prêtre exorciste. C'est Paul de Titi Garage. Bernardo, un prêtre exorciste peut faire revenir l'enfant? Non. Dommage. Autre message ce jour. Mais bon, je causais quand même avec un oncle un jour à Bernardo. On parlait de ces histoires du con, du femme là, et ainsi de suite. L'oncle en question me disait, c'était un prêtre exorciste, il me disait que parfait, si tu as quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il est mort de con, ou bien de femme là, qui vient de mourir, appelez-moi, je vais le ramener. C'est pour ça que je dis non parfait ici. Je vous dis, même chez nous, on a déjà ramené des gens du Congo, mais il faut que ce soit 2-3 jours, un jour. Vous voyez, quand ça prend autant de temps, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai dit, on risque ne plus jamais retrouver cette... Autre message, bonjour, je suis de la zone de ces pratiques, je suis de la zone où ces pratiques sont coutumières et semblent normales. La vie est spirituelle. Tout ce qui est physique est une émanation du spirituel. Cependant, il y a des négatifs et positifs à vue plus grande. Regardez la situation du Cameroun. C'est signé Gant Blanc. Moi, je ne sais pas. C'est un pseudo, hein, Gant Blanc. Ouais, c'est une histoire. Bonjour, espace miné. Nous sommes là au 234. C'est quel pays? C'est le Nigeria. Oui, c'est le Nigeria. 234. Bonjour, espace miné, bien des choses à vous. Ce matin, dans votre élégance. Pour la dénonciation, je suis dépassé. Le chef est propriétaire du con. Il y en a deux types. Dans le con, on ne meurt pas. On peut vous téléporter physiquement et c'est pas rentable. Ou alors, on vous endort et on précipite votre inhumation. Sauf que ça révèle de la méchanceté puisque les détenteurs de ce con n'ont qu'environ 17 500 francs par personne vendue. Attends, vous êtes sérieux là? Non, parfois, 17 500. Non, 17 500, c'est le montant, c'est le plafond. De quoi? De ce qu'une personne vous rapporte quand vous la vendez au Congo. C'est pour un groupe de ou bien le personnes. 17 500, l'enfant là a une autre valeur ailleurs. Non, parfait ici. 17 500 francs qui est physique là. Oui, vous vendez un pour 17 500. Mais c'est aberrant. Mais c'est ça le satanisme, c'est une aberration. Mais le champ qu'il va, parce qu'il y a souvent 6 500, 9 000 et tout. Mais le champ qu'il va aller travailler va vous rapporter beaucoup plus. Vous voyez un peu. Ouais, c'est comme ça que lui-même parfois a été banalisé. Incroyable. C'est grave. Aller à la justice pour moi ne peut avoir d'impact. Le chef est surprotégé. Il y a les gens qui peuvent gérer ce cas au pays. Cette fille peut revenir et vivre normalement le reste de sa vie. Les gens victimes du con travaillent avec nous au quotidien sans qu'on ne le sache. C'est de l'esclavage. Francesco depuis Lagos. On me fait des rires, hein. Donc je peux être dans une entreprise comme ça. Il y a le caméraman qui est là alors qu'on l'a pris au con et travaille avec nous. Mais une entreprise qui fait dans le con se reconnaît. Hein. Ah bon? Oui. Vous voulez qu'on en cite? Oui, bien sûr. Quand vous voyez par exemple un camion un sac de ciment garé, vous voyez un papa de 70 ans qui porte les sacs de ciment. Comment on fait pour porter les sacs de ciment à 70 ans? Voilà. Donc ça c'est un indice de ça. Ça c'est le con. Il a été trop con. Ouais. Depuis, rapprochez-vous de lui, essayez de prendre des renseignements sur son village, il vient d'où? Personne ne sait d'où il vient. On sait qu'il est là souvent. Bonjour, l'oncle de modérateur et au panel. Concernant la dénonciation dans ce village, je crois qu'il y a des femmes. Elles doivent faire un rituel en forêt et nu. Le Mbabi, si ce chef n'est pas sorti des fesses d'une femme, je verrai comment il ne va pas libérer cette jeune. Moins de 24 heures. C'est Joey à Obala qui envoie le message.
Autre préoccupation ce jour, c'est encore un message qui nous vient de l'Algérie, le 213. Alain Douk, pourquoi tu t'agites quand Bernardo te pose une question pertinente? Si vos prières bibliques sont très puissantes, allez donc libérer la jeune fille. On voit. Il y a 4 millions d'églises et 3 700 000 mosquées en Afrique. Malgré cela, l'Afrique est toujours dans la misère. Mais quand on vous pose la question, vous répondez toujours que les magies africaines n'ont pas pu délivrer l'Afrique. Pourtant, il n'existe même pas 1000 temples de vaudou ou de chute ou de culte de crâne en Afrique. C'est-à-dire 4 millions d'églises qui n'arrivent pas à libérer l'Afrique demandent à moins de 1000 temples de vaudou. Pourquoi ils n'ont pas pu libérer l'Afrique? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Puisqu'il s'adresse à moi, je vais répondre. Allez-y. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une communication entre vous et un être que vous jugez être supérieur à vous. Et je pense que la prière a toujours existé, quelles que soient les civilisations, parce que les civilisations ont toujours été croyantes, soit un non-être surnaturel, soit en des déités. Donc il y a toujours eu cette réalité. Maintenant, moi ce que je refuse, c'est toujours cette espèce de opposition qu'on veut faire entre ces religions dites africaines et l'esprit de la chrétienté, en réalité. Bien, chez nous, on sait que la sorcellerie a toujours été monnaie courante, on a toujours eu pignon sur rue. C'est quoi la sorcellerie? Mais les pratiques occultes. Hein? Ça, les fraternités occultes. Tu vas parler de sorcellerie maintenant. Oui, justement. Je voulais vous demander que on parle des loges tout à l'heure. Voilà, donc gagnons on en est donc où? Hein? Pourquoi cette sorcellerie ne nous sert à rien? Landry Chemont veut dire un mot et nous lisons le mot de Landry. Bonjour perfecto le génie. Chez nous, Lembo, on prend plutôt dans l'eau. Après 3 jours, on retrouve le corps. Waouh. Autre message ce jour. Alors, c'est un long message, hein. Bonjour à toi, Perfecto, le Mano Dibango de la modération. Oui. Ça, c'est bien. Bravo à toute l'équipe, particulièrement à Bernardo Basson et Pierre Blériot pour la pertinence et leur franc-parler sur tous les sujets. Sans remettre en question tout ce qui a été dit, nous devons quand même admettre que tout ce qui est paranormal est par essence irrationnel. D'aucuns vous diront que la jeune fille vend les pagnes en Inde, etc. Mais je pense que tout le village devrait se concerter avec tous les présumés sorciers pour trouver la jeune fille. C'est Syriac de Mélène qui envoie le message. Ce sont les cas que le père Ebga, paix à son âme, résolvait. Sauf que là, il s'attaque à un terrain dangereux. Parce qu'il dit irrationnel, c'est compliqué. Le travail de thèse de M. Yemek, c'est sur les livres de Père Ebga. Oui. Donc, bon, il ne va pas le dire sur le plateau, mais attention, c'est pas irrationnel comme il pense. Et comme vous aimez dans les choses irrationnelles, je vous amène sur un terrain probablement qui n'est pas loin de là. Eric Achelko, nous avons décidé ce matin de parler des loges avec une interrogation toute simple. Doit-on avoir peur des loges? Première préoccupation également. Première question également très simple. C'est quoi une loge? Déjà, une loge, c'est un cercle fermé, restreint, pour une catégorie de personnes qui accèdent de manière initiatique. Et ces loges, elles sont de plusieurs ordres. À l'intérieur de la loge, il y a une évolution graduelle, c'est-à-dire où on évolue en fonction de la capacité de comprendre, de compréhension de la loge et de la capacité de pouvoir rendre service à cette loge-là. Donc, c'est des grades, en fait. C'est des loges qui ont des idéologies qui sont par moments différentes. Elles peuvent varier d'une loge à une autre. C'est ainsi qu'on peut avoir la franc-maçonnerie, on peut avoir les bokas, on peut avoir le vaudou, etc., etc. Donc, c'est des pratiques qui, par moments, rentrent dans une perspective qui s'inscrit au-delà même des pratiques matérielles pour s'ériger en pratiques spirituelles qui, à travers un certain nombre de pratiques, permettent à l'individu de servir
une catégorie, je dirais pas de personnes, mais pour atteindre des objectifs qui sont au-delà des objectifs physiques. Dans la loge, qui est-ce que l'on sert? En réalité, on sert soit un individu qui lui-même peut servir un autre individu spirituellement élevé dans la loge. Donc, les loges ne rentrent pas dans la perspective des croyances, des religions classiques Je vais qu'on poser la connaît. question d'une autre manière. Dans la loge, nous servons qui? Dieu ou Satan? Je préfère dire que c'est Satan qu'on sert. Dans la loge. Dans la loge. D'accord. Pourquoi est-ce que je pense que c'est Satan qu'on sert? Parce que la plupart des loges, comme je l'ai dit précédemment, ont des pratiques qui sortent des vertus, qui sortent de la morale. Nous avons parlé, par exemple, de cette jeune fille qui a disparu. Tout à fait. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une transformation d'une vie matérielle à une vie spirituelle, avec tous les mécanismes qui rentrent en jeu, qui ne sont pas forcément des mécanismes que nous connaissons et qui rentrent dans la perspective des valeurs morales humaines propres aux hommes que nous sommes. Très bien. Merci Eric Achenkor. Je vais poser pratiquement les mêmes préoccupations à Pierre Blériot-Niemek. Première question. Blériot, pour vous, c'est quoi une loge? Et maintenant, qui est-ce qu'on sert dans la loge? Bon, mais si on veut parler de manière rigoureuse, la loge est un élément de la société secrète. Il y a donc des sociétés secrètes. Et à l'intérieur des sociétés secrètes, il y a donc des entités à peu près autonomes. Le mot loge dans les sociétés secrètes est davantage utilisé, par exemple, dans la franc-maçonnerie. On vous entendrait parler de la Grande Loge de France, par exemple. Donc, la franc-maçonnerie est une grande société, mais à l'intérieur, la Grande Loge de France existe. Elle a des spécificités qui la distinguent des autres loges qui sont ailleurs. Si vous revenez au niveau des Roses-Croix, et spécifiquement de la Morque, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, vous verrez qu'il y a la Rose-Croix d'obédience francophone, qui a un siège particulier. Actuellement, elle est dirigée par Serge Toussaint, qui n'est pas soumise au même magistère que la Rose-Croix d'obédience américaine. Donc, c'est ça la loge, pour parler. Très bien. Donc, à l'intérieur d'une société secrète. Maintenant, Eric a été clair tout à l'heure quand je lui ai posé la question de savoir qui est-ce qu'on sert dans la loge, Dieu ou bien le diable. Il a dit c'est le diable. Oui, mais lui, il a parlé en chrétien. Voilà. Ou en musulman. Ou en musulman. Parce qu'en fait, il a parlé en musulman. Non, il a parlé en religieux. Ce sont les religieux qui présentent les choses comme ça. Parce que là, nous sommes en train de parler de science. Les religieux parlent de Dieu et de Satan. Les mystiques parlent des énergies. Les loges servent des causes, des idéologies. Les loges servent des causes et des idéologies. Même celui qui est le grand maître, à la différence de la religion, non. Serge Toussaint, personne ne prie Serge Toussaint à la morgue. Ok? À la différence même des catholiques. C'est-à-dire un rosicrucien ne fait pas ses prières en évoquant Serge Toussaint. Vous comprenez? Comme vous parlez et vous priez. Vous les catholiques, vous priez le prêtre de la chapelle. Non, on ne prie pas pour la chapelle. Oui, attendez, parfois ici, vous êtes modérateur. Permettez que nous disions, quand un catholique prie, il prie bon, vous priez pour le prêtre. D'accord? Vous priez. Vous pensez que là-bas, la rose, on ne prie pas pour, non, pour votre tout. ne soyez pas touchés, restez simplement. Vous n'êtes pas catholique. Aujourd'hui, on va parler des loges. Aujourd'hui, on parle des loges. Je dis donc, à la différence, vous dites juste que l'évêque, le pape, vous faites cela. Je dis, et ça c'est à l'adresse du précédent, dans les loges, on sert des idéologies, on sert des
principe, on ne sert pas une... Parce que, par exemple, là, c'est pour donner des détails. Quand vous êtes dans la Rose-Croix, celui que vous appelez l'impérator, c'est une élection. Vous voyez, entre les grands maîtres. Mais demain, on peut avoir un autre impérator. On n'a même pas besoin que l'impérator vivant meure pour le changer. On peut simplement demander le changement d'impérator. Raymond Bernard était impérator. Il n'est pas mort quand Christian Bernard, son fils, a pris la morgue. Vous voyez. Donc, et il y a même eu un schisme entre Christian et Raymond. Donc, les loges, c'est cela. On sert des idéologies. Ces idéologies, donc quelques-unes, sont apparues au monde visible comme étant perverses. Je prends un cas. Là, on va parler en profondeur. La franc-maçonnerie a deux aspects. Elle a un aspect athée et un aspect déiste. Il y a une franc-maçonnerie qui croit que Dieu existe. Il y a une franc-maçonnerie qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Mais le principe de la franc-maçonnerie, c'est la liberté de conscience. C'est pour cela que c'est la franc-maçonnerie qui a donné à la France sa devise. Dans la franc-maçonnerie, on dit, si vous voulez faire une chose, si votre conscience adhère à cette chose, vous faites cette chose. C'est par exemple la franc-maçonnerie qui a conduit en France récemment à l'érection de la loi sur l'homosexualité. Mais cela ne veut pas dire que tous les francs-maçons sont tous homosexuels. Il n'y a aucune obligation pour un franc-maçon d'être homosexuel. C'est un choix de liberté de conscience de pratiquer l'homosexualité ou non quand vous êtes franc-maçon. On reviendra sur l'homosexualité tout à l'heure, ayant trait à la franc-maçonnerie. Oui. Alain Douc, vous avez suivi ce qui s'est dit lorsque nous posons la problématique ce matin. Doit-on avoir peur des loges? J'ai failli dire que dans l'imagerie populaire, si je prends un pays comme le Cameroun et globalement dans bon nombre de pays africains, nous pensons fondamentalement que les loges sont mauvaises, les loges sont diaboliques, les loges sont sataniques et tout ce qui va avec. C'est exagéré, c'est excessif, ou alors, en fait, nous disons ce qui est. Absolument pas, ce n'est pas exagéré, c'est en fait. Sur le plancher en dame de tout temple maçonnique, on a une dialectique en blanc-noir. Vous connaissez le damier, au checkerboard. Il y a du blanc, il y a du noir, des carreaux en noir et blanc. Pour dire que le monde est dialectique et qu'il y a une confrontation entre deux mondes, deux réalités. Le blanc pour la lumière, la pureté, la sainteté, les valeurs sacrées, et le noir pour le monde de l'obscur, des ténèbres, d'accord, du mauvais, du mal. Et chacun de ces bords est régenté, gouverné par une entité spirituelle. Du côté de la lumière, il y a bel et bien, ça va vous déranger, il y a un créateur, il y a un Dieu suprême. Et de l'autre, il y a son antagoniste, qu'on nous appelons Lucifer, d'accord, ou Satan, ou le diable, appelez-le comme vous le voulez. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsqu'on parle de loge, vous verrez bien qu'étymologiquement parlant, la loge a la même racine que le verbe loger. C'est-à-dire que nous sommes dans un grand temple. Et dans un temple, dans un habitat, une habitation, il y a des loges, il y a des chambres, si vous voulez que je parle trivialement. Ces chambres peuvent donc être constituées de quoi? Quelqu'un l'a dit là tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des obédiences, des tendances, des courants, mais toutes sont dans l'enceinte du grand temple. Le grand temple qui les unit, dans le cadre de l'occulte, c'est le satanisme, car le satanisme a la même trame. Que vous soyez dans n'importe quelle obédience, vous aurez étudié à un moment donné. J'ai dit que je n'entrais pas dans le temps de parole des gens tout à l'heure. C'est quoi le satanisme? Je dis, le satanisme, c'est l'idéologie qui promeut, d'accord, Satan, Lucifer. Satan, c'est qui? Satan, c'est l'entité qui, c'est une personnalité, c'est même pas une entité seulement, c'est un esprit, d'accord, qui est un chérubin, d'accord, créé par Dieu, son créateur, et qui s'est opposé finalement à lui. On se comprend? Et qui est donc... Vous croyez à une telle chose? Mais qui est le prince de ce monde? Mais tu cites souvent la Bible ici, tu ne vas pas me... Non, aujourd'hui on va parler des loges. Justement, on va parler, et j'ai tout fait pour ne pas entrer dans ton temps de parole, donc tu fais tout pour ne pas me faire... Allez-y, Alain. Voilà. Donc, et je disais donc, quelle que soit l'enseigne, quelle que soit la loge dans laquelle on est, la trame dans le satanisme est la même.
C'est-à-dire que la cause commune, c'est d'ériger le temple terrestre qui permet que Satan soit évidemment le Dieu de ce monde et que ce soit son idéologie qui soit partagée, qui soit la valeur, en tout cas, son idéologie qui soit la valeur la mieux partagée entre les humains. Donc, vous allez remarquer, les gens aiment valoriser ce qu'ils appellent ici nos traditions africaines. Moi, j'ai lu quelques livres sur nos traditions africaines et la sorcellerie. Par exemple, je vais vous prendre un peuple subsaharien, là, les Mossi. Est-ce que vous savez, par exemple, que chez les Mossi, il y avait des rituels pour interpeller, pour invoquer la fertilité. Lorsqu'on voyait que le climat n'était pas favorable et puis les récoltes en cours, voilà, etc., on réfléchissait, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y avait des rituels qu'on faisait de nuit et où on sacrifiait des enfants et on procédait pendant ce rituel à la mendication du corps de ces enfants qui étaient sacrifiés avec des danses rituelles. C'est du cannibalisme. Mais bien évidemment, ça fait partie de nos traditions. Est-ce que c'est parce que ça fait partie de nos traditions négro-africaines que c'est éthiquement bon, que c'est moralement correct, qu'on devrait promouvoir cela, qu'on devrait encourager cela? Non, absolument pas. Et c'est pour cela que je l'ai dit, le monde n'a rien à voir avec les problématiques de tradition. Parce que même chez ceux que vous appelez les occidentaux, ils ont des traditions, monsieur. Vous savez qu'en Occident, tout le monde ne croit pas au Dieu de la chrétienté. Vous savez qu'ils ont aussi des valeurs traditionnelles et des rituels purement traditionnels là-bas avec des peuples, en réalité, qui ont une trame. Quand vous allez même aller étudier, vous vous rendez compte que dans le culte, ils ont même une trame commune avec ce que nous appelons ici nos traditions, etc. Pourquoi? Parce que dans le culte, la trame est la même. Dans la sorcellerie, la trame est la même. On se résume donc en disant que pour Alain Douk, les loges, c'est le satanisme. C'est le Satan, c'est Satan qui est le dieu de la loge. Très bien. Et j'ajoute ça et je sors là-dessus. Quand on dit vénérable maître, par exemple dans une loge maçonnique, vénérable, la racine latine, gréco-latine, veut bien dire ce qu'elle veut dire. Il s'agit de culte. Donc c'est un être, un humain comme vous que vous avez érigé en Dieu. Vous êtes dans l'idolâtrie totale. C'est du sacrifice. Vous permettez que je taquine un peu? Oui, en quelques secondes de Florio, parce que Bernardo n'est pas là pour le J'ai deux petites questions. Oui. Alain Douk, vous êtes de quel pan de la chrétienté? Moi, je n'appartiens à aucune organisation pseudo-chrétienne qui existe. Bon, maintenant, le terme vénérable dont vous avez parlé, les Mbombok chez les Bassa, on les appelle en français les vénérables Bambobok. Oui. Ça, c'est pour ta culture. Oui. Et alors, ça change pas ce que j'ai dit? Non, je voudrais simplement... Attendez un peu. Oui, mais effectivement... Le mot vénérable existe chez les Bassa. Bien. Je dis, quand vous parlez des députés, comment appelez-vous les députés, les parlementaires? Honorables, pas vénérables. Je vous dis donc... Est-ce que le mot vénérable existe en Bassa? Parfait, ici. Je vous dis, quand on traduit le Bassa pour dire qu'ils sont... Alors vous êtes dans la traduction. Vous n'êtes pas dans l'étymologie gréco-latine. Je n'ai pas l'étymologie. Vous refusez de comprendre ce que je dis. Je dis le même terme qui dit vénérable en français. C'est le terme qui désigne les Bambombok chez les Bassa. Le terme en Bassa, c'est quoi? Vénérable, je préfère ouvrir. Non, d'abord le terme vénérable chez les Bassa, vous appelez ça comment? Allons-y. Oh, mais Blaireau, donnez d'abord le terme en Bassa. Vénérable, qui est digne de vénération? Et c'est quoi la vénération, monsieur? C'est le culte. C'est le culte. Bernardo Basson, doit-on avoir peur des loges? Les loges sont bénéfiques pour les humains ou alors les loges tuent les humains? Parfait, ici, je ne vais pas faire une fixation sur les propos d'Alain Douk parce que je suis surpris. C'est-à-dire, mais on ne peut pas lui en vouloir parce que sur la question, il a beaucoup de choses qu'il dit qu'il maîtrise très peu. Et je vais relever deux éléments pour rentrer dans... Dans ton avis, ne pose pas des jugements de valeur sur moi. Moi, je n'ai pas posé un jugement de valeur sur mes précédents intervenants. Est-ce qu'ils maîtrisent, est-ce qu'ils ne maîtrisent pas? Donc ne viens pas dire que tu maîtrises plus que moi. Moi, je Allez-y, Bernardo. Satan. Oui. Vient de l'arabe Cheitane, qui veut simplement dire opposant. Satan ne vient donc pas de l'arabe. Ça veut dire que si vous et moi, dans un débat, je m'oppose à vous, est-ce que je suis forcément le diable ou le démon? On est d'accord sur que Satan vient de l'arabe. Satan ne vient pas de l'arabe. Quelle que soit la langue que vous choisissez, Satan voudra dire opposant. Quelle que soit la langue. Originellement, est-ce que l'être en question s'appelle Satan? Il n'y a aucun être qui s'appelle Satan. Il s'appellait Lucifer originellement. Satanisme, ce n'est pas moi. Il n'y a pas un être qui s'appelle Satan. Est-ce que je m'énerve? Bon, le satanisme, c'est quoi? Tu dis que l'étymologie de Satan, c'est arabe. Je dis non.
C'est araméen. C'est pas arabe, monsieur. Bon. Voilà, Je ne sais pas si. Faut arrêter ça, faut arrêter Puisque ça. vous parlez de l'arabe, je vais donc vous rassurer qu'il a raison. Oui, moi je sais C'est pas. Satan vient de Cheitane, qui veut dire opposant. C'est-à-dire Shaitan. Bon, je vous le prononce. Oui. Voilà. Deuxième chose, parfait, ici. Attendez un peu. Vraiment, les gens nous écoutent. Hein. Oui, mais c'est pour vous avez demandé qu'on parle de nous. Non. Attendez, je vais poser une question. Oui. Le fait de dire simplement comme ça que Satan veut dire opposant, est-ce que ça ne va pas créer même de l'amusement dans la tête de plusieurs qui... Tu ne nous as pas invités aujourd'hui pour faire une prédication. Tu nous as invités pour parler des louches. C'est ce que j'ai dit. On va donc parler des Le louches. fait de dire que Satan... Mais c'est ce que Satan me Cela dit. signifie que bon, moi je peux donc, comme au Cameroun, le MRC c'est l'opposition. C'est donc Satan. Est-ce que le MRC c'est Satan? Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Parce que celui qu'on a... Est-ce que le MRC c'est Satan? Oui, parce que celui qui s'est opposé... Je t'explique la confusion. Oui. Parce que Satan, originellement, c'est pas le nom de quelqu'un. En réalité, c'est un titre pour dire que la personne, en réalité, est un adversaire de Dieu. Mais originellement, On va repasser la parole à Bernard. la personne, c'est compris Alain Douk. Allez-y Bernard. Dans les sociétés primordiales théocratiques, les personnes qui dominaient refusaient d'être contestées. Et donc, elles étiquetaient leurs contestataires en les prenant pour les apôtres du mal, en les désignant donc opposants. Mais l'opposition ne relève pas forcément du mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Lucifer est un terme fondamentalement positif. Oui, bien sûr. Lucifer Un veut terme dire, fondamentalement positif. ça veut dire celui qui apporte la lumière. la lumière. Incroyable. Oui, maintenant, c'est l'école. Mais les gars te donnent leurs alliés. Tu dois comprendre quel est le problème. Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Celui qui porte la lumière. Oui, c'est ce que ça signifie. Un tonneau. Alain est fâché, je ne comprends pas. Je suis pas Pourquoi les fâcher? Parle Tu as simplement. le temps de parole, tu me coupes. Non, la science, c'est la science. Non, même s'il te coupe. Même s'il te coupe. Donc Lucifer, attendez, s'il vous plaît, permettez aux gens qui nous écoutent de comprendre. Voilà. Cela signifie donc qu'à la maison, aujourd'hui, on va comprendre que Lucifer est quelque chose de bien. C'est ça? Parfait, ici maintenant. Répondez à la question. Le terme Lucifer n'est pas fondamentalement négatif. Ah, Non, ma question est claire. Est-ce que Lucifer est quelque chose de bien? Parfait, ici, votre question ne peut pas avoir une réponse comme celle que vous souhaitez. Oh là là. Je vous dis pourquoi. J'ai même fait des Parce lapsus. que la différence entre les hommes est pas moi fondée qui t'a sur coupé, leurs mon gars. différentes Moi qui t'ai conceptions coupé. du monde et des Pardon. choses. Dans certaines traditions, Lucifer est considéré comme quelque chose de négatif. Dans d'autres, c'est positif. Je m'arrête donc sur le terme Lucifer. Non, qui n'a été prononcé. ça devient trop relatif. Attendez un peu, Bernard, je vous relance. Si vous dites que dans certaines traditions, Lucifer est bon, et dans d'autres, Lucifer est mauvais, vous ne répondez pas à la question. Mais Lucifer, c'est quoi? Lucifer, c'est qui? Lucifer signifie celui qui porte la lumière. Alors c'est bon. Pardon. Je peux arracher une partie Sauf de que la dans notre question. monde, il y a un constat. Non, On fait le constat de deux lumières. Il y a une lumière qui prétend être la lumière et celle qui l'est. Bon, c'est-à-dire qu'on a des contre-lumières. On sait bien voilà. Il ne suffit pas de dire J'ajoute parce que lumière, je comprends l'orientation chrétienne. Nous sommes habitués à parler en chrétien. Ou en musulman. Dans la Bible, le terme Lucifer a évolué à l'intérieur de la Bible parce que l'ange de lumière qui était Lucifer a été maudit par Dieu. Je parle de la Bible. Et que dans la Bible, donc, Lucifer devient un ange que Dieu a chassé. Et il devient donc une mauvaise personne, comme si je m'appelais avant et toi, moi, Niemek. Et je te fais du mal. Tu me chasses, tu dis le toit là, c'est désormais le toit du mal. Et il devient donc le mal, non? Dans la Bible. Dans la Bible, dès qu'on sort de la Bible, Oui, c'est la Bible. C'est pour cela qu'il faut, dans l'analyse qu'on fait, est-ce que vous êtes en train de nous demander de faire une analyse chrétienne ou Une analyse. Voilà, c'est ça le problème. On va évoluer. Au niveau des loges, ok. Je vous dis ce que les autres disent souvent. Hein. Ce que les religieux disent. Non, je ne parle pas des Toutes les religions d'abord. Il faut d'abord que tu arrêtes de manipuler les masses. Calme-toi, Alain. C'est quoi le problème? Oh là là. Parce que tu coupes les gens, s'il vous plaît. que tout le monde. S'il vous Tous plaît. s'énerver, ça ne sert à rien. Je suis pas énervé et je suis pas énervé. Je peux encore modérer ce Vas-y. plateau? Les gens qui nous regardent au bureau ou bien à la maison veulent comprendre. Mais lorsque nous faisons du brouhaha, ils ne comprennent plus rien.
Et comme je veux qu'on comprenne, je repasse la parole à Bernardo. Certains estiment que dans les loges, on sacrifie des êtres humains, on tue. C'est vrai ou bien c'est faux? Permettez-moi d'avoir de la réserve avant de répondre. De la réserve, pourquoi? Il n'est pas de bonne loi de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Je ne suis pas maçon, je ne suis pas Rose-Croix, je ne suis pas avec les écancars, je ne suis pas avec les gens de l'Opus Dei. Ça veut dire que dans chaque organisation secrète, dans chaque mouvement, il y a des pratiques et des rituels que je peux ne pas maîtriser. Maintenant, est-ce qu'il est possible que dans les ordres, on sacrifie des gens? Oui. Parce que les sacrifices humains, animaux, ont fait partie des traditions humaines les plus anciennes et ont perduré. Déjà, je note ceci à votre attention, et ça, je l'apprends de quelqu'un que vous connaissez sûrement. La tradition n'est pas seulement ce qu'on a fait dans le passé. La tradition est ce qu'on a fait et qui a marché. C'est ce qui a été adopté comme étant tradition. Certaines pratiques dans le passé existaient, n'étaient pas acceptées et ne sont pas donc traditionnelles. Maintenant, j'avance par faire ici. Est-ce qu'on devrait avoir peur des loges? À la vérité, oui. Pour deux raisons. La première, c'est que chez les psychologues, on dit la peur est un sentiment d'anticipation. Ne sachant pas ce qui s'y trouve, vous pouvez être prudent à l'idée d'y adhérer ou d'embrasser la philosophie, étant donné que ce qui s'y trouve peut être contraire à l'être que vous voulez développer en vous. En ce sens, il faudrait avoir peur. Deuxièmement, aujourd'hui, la lecture mondiale des choses nous donne également pour beaucoup à avoir peur. Pourquoi? Prenons le cas de certains pays. Dans ces pays, la plupart des dirigeants appartiennent à des ordres. Et quand vous regardez comment ces pays sont dirigés, sachant que l'ordre a une influence particulière sur l'humain qui suit le travail de manière profonde, vous concluez donc que dans beaucoup d'ordres, ce qu'on y fait n'est pas de nature à grandir la société. Maintenant, le regard chrétien est un regard très limité et il ne devrait pas forcément se gargariser. Pourquoi on pense que le regard C'est chrétien terrible, est c'est limité? Parce terrible. que le regard chrétien se permet de juger ce qu'il ne Mais connaît c'est pas. ce que tu fais toi-même. Tu vois Tu pas portes ça. un jugement de valeur. Vous savez que dans ces organisations, C'est terrible. on juge aussi les C'est chrétiens. mauvais. Très bien. Eric Achille-Corps, lorsque nous prenons les religions les plus connues au monde, hein, la religion catholique, les musulmans, l'islam, j'ai aussi appris qu'à l'intérieur, par exemple, de ces religions-là, on retrouve également des organisations plus ou moins secrètes. D'autres parlent même des loges. Cela est-il possible? Oui, en termes de confrérie, oui. Parce que comme on l'a précédemment dit, peut-être de manière subtile, et Blériot l'a sans doute relevé avec beaucoup plus de clarté. En réalité, les loges, c'est également des regroupements confrériques au sein desquels il y a des visions. La vision peut être politique. Par exemple, lorsque on parle de confrérie, vous allez voir au sein de... Il a dit que dans une loge, on défendait les idéologies et des principes. Oui. Alors, il s'agit de quel genre d'idéologie? Je vous prends un cas simple. L'idéologie peut porter sur la religion, l'expansion de la religion et la conquête du pouvoir, par exemple. C'est une idéologie. C'est-à-dire, on utilise l'aspect religieux pour asseoir une organisation qui vise à prendre le pouvoir, à gouverner le monde et à pérenniser justement ce pouvoir. C'est ce qui se passe dans le monde entier de manière globale, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, en fait, c'est des loges, c'est des confréries, mais c'est des confréries qui sont mondiales. Et sauf que le monde contemporain semble avoir connu la malchance de rencontrer ces dirigeants du monde aujourd'hui qui, eux, en réalité, ne sont que des représentants de ces loges qui sont là pour faire la promotion
du mal. Vous avez par exemple l'homosexualité. Quand vous prenez certaines confréries dans certaines religions qui semblent vouloir se battre pour que cette dernière soit reconnue, et ils se battent avec leurs ramifications partout pour imposer cela. Donc ça c'est un aspect, et il y a, comme je l'ai précédemment dit, l'aspect politique, gouverner le monde, l'aspect économique aussi. Je voudrais suggérer à nos amis qui vont maintenant reprendre la parole d'être un peu plus précis, mais également concis, compte tenu du fait que nous n'avons plus beaucoup de temps. On recommence avec Pierre Blériot. Mais Pierre Blériot, moi je ne fais que dire ce que j'ai entendu. Hein. On m'a également fait comprendre que dans des loges, ce que nous appelons la loge, vous avez une personne qui est entrée. Depuis qu'il est dans la loge, sa femme est morte. Ses 5 enfants sont morts. Ses 3 frères sont morts. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et habituellement, ce sont des morts bizarres. Et à un moment donné, on commence à indexer la personne. On dit non, ce type est à la Rose-Croix. Ce type est à la franc-maçonnerie. Alors, si vous êtes donc dans une telle loge, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? D'accord. Je vais m'arrêter sur une loge pour illustrer votre propos. Dans la Rose-Croix à Morques, on a à un moment donné interdit la cabale. La cabale, c'est l'aspect de l'ordre qui a trait à la magie, à la pratique de la magie. Parce qu'on a constaté que beaucoup d'étudiants de la Rose-Croix étaient plus portés vers la cabale que vers les études elles-mêmes. Il y a 2 aspects. Quand on a interdit la cabale, quelques grands maîtres ont conservé la cabale. Qu'est-ce qui se produit? La cabale est dangereuse pour tout esprit naïf qui croit qu'il peut transformer le monde par la magie. Quand un jeune, je prends un cas, un jeune entre dans la Rose-Croix, il ne veut pas suivre toutes les étapes initiatiques pour arriver au stade de Rose-Croix. Il procède par la cabale. La cabale manipule les esprits et les esprits sont dangereux. Si vous décidez par exemple de convoquer les esprits de l'argent, les esprits de l'argent viendront et si vous ne les maîtrisez pas, ils vont ramasser beaucoup de choses chez vous. Et les gens vont mourir chez vous. La cabale a donc à un moment donné été interdite. Mais je vais vous étonner. L'Église catholique pratique la cabale autant que la Rose-Croix. Ah bon? Ah oui! L'Église catholique romaine. Incroyable. Oui. Et comment on a encadré la cabale dans l'Église catholique? De 2 manières. Ça se voit. La cabale qui est exorciste, pratiquée par les prêtres exorcistes. Vous savez que le pape a décidé que dans chaque région épiscopale, on désigne les prêtres qui peuvent pratiquer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand c'était l'affaire de tous les prêtres, dès qu'un prêtre dormait avec une jeune fille, il lui donnait quelques secrets de la cabale. On a donc réservé et on doit avoir étudié ces prêtres-là particulièrement. À Yaoundé, je peux vous citer, on peut citer comme ça. Mais il y a une deuxième cabale, toujours dans l'église catholique. Elle est pratiquée à partir du grade d'évêque. Tout à fait. Donc, quand vous voyez, les gens disent que bon, l'évêque, quelqu'un allait voir particulièrement l'évêque. L'évêque a tous les instruments que le grand maître a sur lui. Vous voyez la bague de l'église. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Donc l'église catholique pratique la cabale, mais elle a circonscrit et elle a encadré la cabale. La cabale est très dangereuse. Si on la pratique sans en maîtriser les rouages, on peut avoir des conséquences. Merci. Quelques soucis avec le chemin WhatsApp ce matin. Je demande donc aux téléspectateurs d'envoyer leur message au niveau de la simple messagerie WhatsApp à quelques soucis. Les loges ont pour mission de détourner les humains des commandements de Dieu. Or, ces commandements ne sont là que pour protéger l'être humain du mal, de la souffrance. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a un message que je peux pas lire.
Alors, quelqu'un nous dit ici que feu docteur Ateba Eyene rappelait à souhait que ce sont les sociétés secrètes et les loges notamment qui ont développé les pays que nous admirons. Mais chez nous, l'obscurantisme gagne du terrain à mesure que les loges ont pignon sur eux. Autre préoccupation ce matin, bonjour parfait et à tout ton panel. Le thème d'aujourd'hui a réellement mis en doute toute ma foi. Il est nécessaire d'en parler avec beaucoup de clarté et d'évidence pour ne pas froisser les croyances religieuses des uns et des autres. Autre message ce jour, mais doit-on vraiment se fier à la Bible? C'est une question. Autre préoccupation. Alors, nous revenons sur WhatsApp. WhatsApp n'a pas encore de message. Parfait, je veux voler une minute. Oui, d'accord. Oui, quelqu'un a dit une chose. Oui. Alain, donc je risque de te dire que tu n'as pas fait d'éloge. Est-ce que j'en ai fait? Quelqu'un a dit qu'Ateba a dit que les loges ont développé les autres. Ont développé d'autres pays. Je sors. Le problème des loges en Afrique et au Cameroun est comme le problème des journalistes. C'est-à-dire que les bons sont surpris de voir que c'est les mauvais qui sont en tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous interrogez les vrais Rose-Croix, ils vont vous dire qu'ils sont surpris de voir les Rosicruciens qui dirigent l'État. C'est-à-dire qu'ils sont membres du gouvernement. Pour la plupart, c'est des transfuges. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont volé le parcours. On ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève, on les a surpris un jour à la tête et c'est eux. Et c'est ce que je disais. Et là, je vous parle sérieusement parfois ici. Vous ne croyez pas que parce que les luttes qui sont internes, si je vous cite quelques grands noms de l'ordre rosicrucien, vous vous rendez compte qu'ils n'ont même jamais occupé un seul poste de responsabilité dans ce pays. Alain Douk, les loges peuvent-elles développer un pays? Le cas du Cameroun m'intéresse. Justement, vous savez, ailleurs, ils aiment à le citer, le fait qu'ils ont construit de grands édifices, les constructeurs de cathédrales, de ci, de ça. Le siècle des Lumières a été mené par les francs-maçons, etc. Mais vous savez, le développement n'est pas que matérialiste, n'est pas que matériel, n'est pas que physique. Le développement de l'homme, pour qu'il soit complet, il est aussi mental, il est spirituel, il est à sous-peser et à jauger au niveau de la vertu. Ces sociétés qu'il cite un exemple, où ces gens ont développé les nations, aujourd'hui, nous savons ce qu'elles représentent sur le plan des valeurs, de la défense des valeurs et de la morale. Elles ont périclité. Et aujourd'hui, vous savez que vous-même qui les citez, vous les avez en horreur dans leur choix éthique, dans leur choix idéologique. Donc, faut pas croire que à chaque fois qu'on va parler du développement, vous allez vous en tenir au fait qu'on a réalisé ci ou ça sur le plan technique ou technologique. Non. Le développement de l'homme doit prendre tout en compte. Et au moins, il y a un aveu qui a été fait ici. On a vu que Cabal et Rose-Croix, à mort, d'après les aveux, ont été cuits chemises. Alors, ce n'est pas le genre de séparation qu'on fait. Si vous avez été unis au mal à Satan à un certain moment, vous restez unis. Parce que la plupart du temps, on ne se défait pas comme ça. Parce que lui-même l'a dit, finalement, les grands maîtres sont restés avec des secrets de la Kabbale, etc., etc. Donc, il voit que il y a toujours la Kabbale à l'intérieur de ce cercle, comme ils aiment l'appeler, ce cercle philosophique. Donc, c'est toujours là. Si c'est au niveau des grands maîtres, ça veut dire que ce n'est jamais parti. C'est là la pratique de l'occulte. Justement, je suis donc en train de confirmer que ce n'est jamais parti. Donc, c'est toujours là et c'est à disposition et c'est même ça la trame. Maintenant, ceux qui parlent de l'église catholique, mais écoutez, s'ils avaient fait attention au moins à ce que la Bible dit à ce sujet, ils se rendraient compte que la Bible n'a jamais fait le déni du fait que l'institution catholique romaine soit un grand tabernacle, si ce n'est carrément le socle des mystères. Dans la Bible d'Apocalypse 17, justement, l'institution romaine catholique est appelée mystère. Vous ne le saviez pas? Lorsqu'on parle de la Kabbale, c'est quoi? Ben, c'est les mystères les plus anciens des civilisations qui nous ont précédés. Ah oui, donc ce n'est que ça. Et quand on identifie dans l'institution catholique romaine dans la Bible, Apocalypse 17 comme étant mystère Babylone, vous comprenez ce que ça veut dire? Les mystères les plus anciens, depuis la Babylonie, passant par les Médo-Perses, passant par la Grèce, passant par les Romains jusqu'à aujourd'hui, bah, elle est la plénipotentiaire et détentrice de ces mystères. Ça n'a rien de surprenant, absolument rien pour ceux qui savent. Donc,
Moi, Les loges peuvent-elles développer elles un ne peuvent pays? pas, puisque pour parler de développement, je vois aussi le développement moral. Lorsque vous vous mettez à tuer des gens, à promouvoir l'homosexualité, à être des pédérastes, à promouvoir la pédophilie, attends, l'équipe dirige là, l'équipe dirige là. Alain Doub, tu n'as pas défloqué, non? Non. On ne peut pas Défloqué dans l'église catholique, ça vient de la tête. On ne va pas s'en tenir pour parler de développement, au développement économique, au développement technologique, ou technique seulement. compris. Il y a l'homme, l'être, C'est l'âme. compris. Bernardo Basson, si un papa, un chef de famille, entre dans une loge, ce qu'il fait dans la loge peut-il avoir de l'incidence au niveau de sa propre famille? Bien sûr, parfait ici. L'esprit précède la matière. Avant de construire votre maison, le plan est d'abord conçu quelque part. Il est couché avant d'être réalisé. Donc dans les ordres également, le travail ne commence pas dans la matière, il commence dans d'autres sphères. Ce que les loges ont des natures différentes et des objectifs différents. Il y a des loges qui sont plus fraternelles, confraternelles, et d'autres qui sont plus ésotériques et rituelles dans leur mouvement. Et donc, quand vous adhérez à un mouvement, à un ordre, il faut donc savoir ce que vous y allez chercher. Les loges peuvent développer un pays dans la mesure où les personnes qui y entrent se donnent l'objectif de construire et que la loge ait cela comme objectif, afin que ces personnes-là puissent gouverner et faire avancer les choses. Prenons le cas du Sauf que Cameroun. Prenons le cas du Cameroun, justement. Chez nous, Il me semble que voilà. Certains qui occupent des places très importantes Parce dans la que tous- gouvernance de cette république sont dans ces loges. Mais pourquoi le pays n'est pas développé? pour deux raisons, quelqu'un y a répondu. La première, c'est que je vais essayer d'être binaire, même si je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que le monde n'est pas binaire, le monde est complexe. Il n'y a pas que le blanc et le noir, parfois il y a un peu de gris. À la vérité, il y a deux grands processus initiatiques, deux grands processus avec des sous-processus. Le premier, c'est la voie sèche. Ça veut dire là, on vous initie en 20 minutes. Il y a la voie humide qui vous demande de respecter certaines étapes rigoureusement pour arriver. Dans notre pays, donc, beaucoup de personnes qui dirigent sont passées par la voie sèche, par la voie du raccourci, et n'ont donc pas acquis la matière pour construire quelque chose de durable. Parce bien. qu'elles-mêmes n'ont pas travaillé durablement sur elles. La deuxième raison, c'est que ces personnes ont adhéré à des organisations qui n'ont pas pour objectif le développement, mais tout simplement la préservation et la confiscation du pouvoir. C'est clair. Merci. Maintenant, je sors par chez moi, parfait ici. Le Mbok a des confréries. Clairement, ça procède d'un ordre. Sauf que, une des interdictions dans le Mbok, c'est de tuer. Ça veut dire, on dit, si tu as même tué dans ton parcours, quand tu viens demander l'accès au Mbok, ça va te bloquer. Pourquoi dans le Mbok on demande de ne pas tuer? Parce qu'on considère que tuer n'est pas bien et que c'est Dieu qui a donné Et la si vie. dans les loges, par moment, on demande de tuer? Non. Blaireau dit non. Non, non. Blaireau? Oui, oui. Dans les loges? Non, non, Il n'y a non. pas de sacrifice humain. Vous avez pris un exemple, vous avez dit si votre père entre dans les loges. Non, vous ne répondez pas à ma question. Dans les loges, vous regardez la caméra, il n'y a Oui. pas de sacrifice humain. Non, on ne demande pas aux gens de tuer. Comment tu peux dire ça veut dire? Mais je vous ai répondu. Pourquoi donc les gens sont dans l'eau tuent? Non, les gens tuent, qu'ils soient dans les ordres ou dans les organisations des loges. Nous sommes au niveau des loges. Parfait. Mais parce qu'ils font des pratiques extra. Non, c'est malhonnête ce que vous faites sur ce plateau. Qu'est-ce que Parce vous que faites? non, on a lu, et pas de n'importe qui. Oui, quand on avait demandé... Vous avez demandé aux gens. Non, Je réponds. Oui. Ben, un grand maître, Oui. 33e degré, connu sous le Albert Pike, à qui on doit le grand ouvrage maçonnique que tu connais, Morale et dogme. Comment tu peux venir sur un tel Et plateau? il a si dit tu- quoi? Qu'il fallait tuer? On tue pas comment? Comment? Ça se passe Tu comment? n'as pas lu les ouvrages, tu n'as pas lu les ouvrages d'Alistair Crowley?
Quand tu peux venir sur un plateau comme celui, si tu dis que On est dans une réunion, on dit allez tuer les gens, c'est ça? Il y a des sacrifices humains. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça se fait depuis les plus anciennes. La maçonnerie, elle a détaché. Au Blériot, on ne tue pas dans les loges. Non, il sait qu'on tue. Il fait le malheur. Je vais poser une question à Blériot. Oui. Blériot, de temps en temps, dans mes réflexions, j'ai toujours voulu savoir ce qui était plus puissant pour un Africain. C'est-à-dire, parce que j'ai souvent appris que on va dans les loges parce qu'on cherche le pouvoir, on veut s'élever spirituellement, on cherche la protection et tout ce qui va avec. Entre-temps, en Afrique, nous avons également nos rituels, des rituels purement africains. Qu'est-ce qui est supérieur? Nos rituels africains ou alors la force, la puissance des loges? Chacun ne peut être puissant qu'avec son environnement. Pour parler de puissance, ça veut dire que si vous êtes africain, vous faites les ordres des autres, vous ne pouvez pas être plus puissant que celui qui a fait les ordres africains. Ça, c'est clair. Parce que vous tirez ce qu'on appelle les élémentaux. La puissance se tire de l'environnement. Sauf que les Africains ont souvent livré aux ordres occidentaux les secrets de leurs ordres. Voilà. C'est-à-dire, un blanc arrive dans un village et il demande aux initiés du village comment on fait pour neutraliser quelqu'un qui a le son. En donnant quelques présents, on lui livre le secret. Il va donc prendre ce secret et l'utiliser dans le cadre de l'ordre rosicrucien. Et il va donc faire vous voyez, donc quand il va faire ce syncrétisme, le moment venu, quand le Bassa voudra utiliser le son, il va trouver que l'ordre rosicrucien a intégré déjà comment neutraliser le son. Monsieur, mais je peux compléter. Je complète d'abord Bernard. Oui. La première chose, c'est que le nombre également compte dans la recharge de l'égrégore. Pour l'instant, comme nous sommes moins nombreux dans nos cultes, vous voyez, et d'autres sont plus nombreux, leur énergie sera beaucoup plus dense que la nôtre. La deuxième chose, c'est que eux, ils ont travaillé sur les facteurs continus de recharge. Je vous prends un exemple. Dès qu'on me consacre bientôt, vous n'allez plus m'appeler Bernardo. Très bien. Vous allez m'appeler Bombok. Parce que c'est un système de recharge. Tandis que, comme chez nous, c'est pas sacralisé, beaucoup se perdent, là-bas c'est fait. Donc il y a une organisation qui est mieux faite. Alain Doc. Attendez un peu, Alain Doc. Oui, si moi je suis un grand Bambak, j'ai suivi normalement toutes mes classes au niveau de l'initiation et j'ai été consacré Mbambak. Est-ce que j'ai pas affronté, tu appelles le type là comment, Toussaint, Serge Toussaint. Est-ce que le Mbambak peut bagarrer spirituellement, mystiquement avec celui qui commande la Rose-Croix et avoir raison et le tabasser? Vous demandez et c'est lui qui se plaint quand le coup. Il y a une gradation dans le monde. Allez-y, Alain. Moi, je parle de ce que j'ai lu venant d'eux-mêmes, de mes lectures. Je suis pas dans leurs ordres. Alors, on grade le monde occulte. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, du bas astral. Le petit sorcier, ce qu'il fait là, manger les membres, patati patata, etc. Puis il y a ce qu'ils veulent bien appeler le magicien. Tout cela relève quand même de la maîtrise et de la capacité à manipuler un certain nombre de forces sur le plan occulte. Et le mage est au-dessus du sorcier. Donc si le blanc dont vous parlez, qui est maître d'une loge, etc., c'est un mage, je veux bien croire que le Mbombo aussi n'est plus au niveau des réalités du bas astral et qu'il est au moins là, au niveau de mage, pour qu'il puisse se tutoyer. Très bien. Parce que si c'est pas le cas, ils vont savoir où. Bernardo Basson. Il a illustré, il a dit qu'ils doivent s'affronter. C'est pas moi qui ai... Bernardo Basson, est-ce qu'un vrai Mbambok peut taper un grand maître de la Rose comme une franc-maçonnerie? Je ne vois déjà pas l'intérêt qu'ils ont à s'affronter et deuxièmement... Mais ils peuvent s'affronter. Si je n'irai pas dans le siège de la Rose-Croix pour attaquer M. Toussaint, il ne viendra pas à Boulbéa pour m'attaquer. C'est une hypothèse d'école. C'est une hypothèse d'école. En fait, c'est ce qu'on a hypothèse d'école. Non, c'est la réponse, c'est que parfait, non, les combats mystiques ne sont pas convaincants. Vous ne faites pas confiance. Non, je ne fais pas Tu as posé une hypothèse d'école, on n'arrive pas à répondre. Les autres parlent aussi. Qu'est-ce que vas-y. Oui, répondez Bernardo. Est-ce qu'un vrai Mbamba peut taper un grand maître de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie? Je vous réponds en une phrase. Oui. Rien n'est au-dessus du Mbok. Rien. D'accord. L'émission est actuellement terminée. Je pense qu'on va revenir à Jean-Éric Achille qu'on veut. On va revenir finalement, c'est le Mbok qui sort un peu facile. Même comme tu m'as sevré. Non, pas du tout. Merci à Eric Achille, merci à Alino, merci à Pierre Blériot, merci à Bernardo qui est bien fâché. Il parle à l'aide, il a tellement embrouillé. Vous allez retrouver le journal La Mi-Journée dans quelques minutes. La
La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?